Comme le disait Karl Marx, philosophe allemand, les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Bien. Que dire de Socrate, étant cité à comparaître au tribunal, et ce pour la première fois à l'âge de 70 ans, notamment suite à sa volonté d'enrichir intellectuellement la nouvelle génération en leur faisant comprendre que, contrairement à l'idée communément admise de l'époque, il n'y avait pas qu'un seul Dieu dans l'univers. Et il était important de prendre l'éventualité qu'il y en ait plusieurs. Mais le fait de remettre en cause l'existence divine auquel les pères de l'époque étaient rattachés l'a contraint d'être au tribunal. Et c'est d'ailleurs ce que nous pouvons observer dans ce livre, donc un livre qui s'intitule « L'apologie de Socrate ». Il y a aussi, disons, une anecdote qui concerne Thalès, que j'aimerais bien vous partager aujourd'hui, suivant laquelle la tradition, du moins étant le premier penseur grec à s'intéresser aux phénomènes célestes, eh bien, une anecdote, plaisante d'ailleurs, courait sur son compte. Tellement absorbé par sa contemplation du ciel, il ne vit pas un puits dans lequel il tomba. Je ne suis pas là pour vous partager une multitude d'anecdotes, mais plutôt pour vous parler de l'histoire de Socrate, notamment à propos de son rapport à la religion, pour le moment. À l'époque, les sophistes enseignaient des méthodes qui pouvaient être utilisées dans des contextes divers, ce qui favorisait le développement d'une véritable indépendance, notamment en ce qui concerne la pensée à l'égard des schémas traditionnels dispensés par la cité et transmis dans le cadre de la famille au sens large. Nous pouvons lire dans ce livre que Mélétos accusait d'ailleurs Socrate de ne pas reconnaître l'existence des dieux, ce qui donna à ce dernier l'occasion de montrer que son accusateur se contredisait, puisque Socrate répondit en effet que la croyance en l'existence de démons implique logiquement la croyance en l'existence de Dieu. Cet argument et le fait que Socrate fasse souvent référence soit à des divinités du Panthéon, soit à des phénomènes d'ordre religieux, que ce soit des divinations, des songes, des voix et j'en passe, semblait bien indiquer qu'on accusait Socrate de transformer l'image des dieux et non de nier leur existence. Il encourageait donc la curiosité intellectuelle et l'indépendance de la pensée. Si Socrate s'était contenté d'exprimer son avis de manière confidentielle, cela eût été sans conséquence. Mais c'était sa volonté de modifier le comportement de ses concitoyens, et ce en fonction des exigences de la raison qui rendit son action intolérable aux yeux de certains. Et puis son excentricité fit le reste, bien sûr. Bien qu'il était inclassable, Socrate n'était pas un professeur que des autorités jugeaient, mais un citoyen qui ne peut s'empêcher d'avoir un rôle dans une cité, qui avait connu une guerre, près de 30 ans, qui se solda par une défaite sanglante et humiliante, puis qui se termina par une guerre civile atroce. Alors, dans ce procès, il fallait faire une place au bruit et à la fureur. En mourant, Socrate, tel que le comprit Platon, témoignait de ses convictions. L'âme, que ce soit le sens ou alors donné à ce terme, présente plus de valeur que le corps, et par la suite, cette vie ne vaut plus d'être vécue si la pratique de la philosophie, comprise comme une réfutation révélant la valeur d'un être humain, devient impossible. Si l'on en croit Platon, il fallait que Socrate meure pour que vive la philosophie. Et d'après mes lectures, en ce qui concerne Socrate, j'ai pu constater qu'il avait un certain regard également en ce qui concerne l'acte. Bien qu'il tentait de contredire beaucoup de ses pairs à l'époque, suite à sa façon de penser novatrice en ce qui concernait des actes intolérables venant de la part de ses ennemis de pensée, eh bien Socrate n'éprouvait pas le besoin de vengeance, puisque d'après lui,
cela revenait à s'abaisser à leur niveau. Et il désirait rester à sa place, noble en savoir, mais avant tout humble, se mettant au service de la plus belle des existences, la sagesse. Bien. Avant de commencer, je souhaiterais vous poser une question. Pourquoi tenter d'aller vers le meilleur uniquement en se basant sur les convictions d'autrui? Afin d'être normal selon autrui? Permettez-moi d'en douter. Vous savez, il me semble nécessaire de continuer d'exprimer ce que vous ressentez par le biais de vos talents, que ce soit des talents créatifs ainsi que novateurs, de perpétuer les remises en question de ce qui vous paraît injuste ainsi qu'immoral. Il est donc légitime de se battre en vain pour nos droits ainsi que pour les causes que nous souhaitions défendre. La véritable vie ne se résume pas à rentrer dans le moule de cette société, d'y être conformé en suivant le schéma type de l'homme moderne. Naissance, école, diplôme, CDI, mariage, proprio d'un bien immobilier, promotion, enfant, retraite et pour finir, atterrir 6 pieds sous terre. Puisqu'en vivant ainsi, vous n'aurez cessé de passer de boîte en boîte, du berceau au cercueil. Alors, ne pensez-vous donc pas qu'il vaut mieux s'attarder sur les détails qui en valent vraiment la peine? Ceux qui font de vous ce que vous devez être, s'éterniser sur l'observation de votre enveloppe à l'égard de vos corps, puis sur les détails des éléments de votre environnement. Il y a aussi le sujet de l'éducation scolaire. Pour réussir sa vie, est-il nécessaire de réussir à l'école? C'est une véritable question. Alors, dans une société où règne le capitalisme, oui, puisque l'école va majoritairement tenter de nous conformer à un métier, où ce dernier sera conforme aux principes moraux de la société, ainsi qu'à la vie en société, et pour finir, pourquoi pas, à la vie en elle-même. Si la réussite est associée à l'argent, alors il sera impératif de choisir comme priorité l'aspect financier. Mais de quelle richesse pourrait-on parler à l'échelle individuelle? Au stade de l'existence, devrions-nous pas définir la richesse comme étant le savoir plutôt que l'argent? Comme vous avez pu le constater chacun de votre côté, et ce, à de multiples reprises, le système éducatif français s'avère être dépassé, contrairement à la Suisse ou encore aux autres pays scandinaves. Nous pouvons observer des méthodes d'apprentissage encore trop présentes dans les établissements scolaires et qui pourtant devraient être abolies. À quoi bon de connaître par cœur des connaissances si à l'heure actuelle nous possédons des outils technologiques adaptés? Mieux vaudrait solliciter notre cerveau pour des choses qui en valent vraiment la peine, vous ne pensez pas? Puisqu'un tel bourrage de crâne engendre parfois une perte d'enthousiasme à apprendre une quelconque discipline. Si au sein de notre société actuelle, des outils sont adaptés à la recherche d'informations, puis de savoir-faire au sein des multiples activités professionnelles, alors mieux vaudrait apprendre à mieux rechercher l'information, puis à faire développer notre esprit critique. Mais il n'y a pas là que les méthodes d'enseignement qui seraient dépassées. Il y a aussi le cadre moral qui serait mal conçu, tel que le conformisme, voire l'uniformisation. Vous savez, d'après mon point de vue, la mondialisation nous permettrait de nous ouvrir au monde, d'échanger des savoirs, des ressources, qu'elles soient médicales, scientifiques,
technologiques, philosophiques et j'en passe. Grâce à ces enrichissements culturels, les sociétés peuvent ainsi évoluer dans les meilleures conditions possibles, en prenant le bon d'un peu tout le monde, en proposant une multitude de connaissances, un panel de réflexion, puis de séparer le bon grain de l'ivraie. Que dire des Grecs ou du monde arabe pour les mathématiques appliquées, ou encore l'invention du temps par les Babyloniens, que nous utilisons tous aujourd'hui. C'est pourquoi il me semblerait important que la différence, je veux dire l'unicité d'un être ou d'un peuple, en fait sa valeur. Et par conséquent, l'uniformisation aurait pour cause de détruire les petites communautés. Peut-être afin de promouvoir le pouvoir ainsi que le profit des plus grosses nations. Je ne sais pas. Pourtant, je pense qu'il est nécessaire de conserver ces dernières puisque c'est cela qui fait la richesse et la diversité de notre monde. Malheureusement, au sein de notre système éducatif français, du moins actuel, nous observons bien, dans la majeure partie des cas, un maintien de méthodes et un refus quasi systématique d'innovation. Le rapport à l'altérité doit aussi être redessiné afin de quitter ce système beaucoup trop individuel, puisqu'une éducation basée selon l'individualisme ne peut qu'entraîner une société avec des rapports de compétition. Veillez également à redessiner la notion d'intelligence. Contrairement à la vérité, l'intelligence s'avère être beaucoup plus compliquée à définir, puisque selon l'opinion la plus répandue, elle serait associée au nombre de diplômes obtenus, ainsi qu'à la longueur du curriculum vitae. Bien entendu, je me base uniquement sur mon point de vue, que je me suis fait à l'égard de la société française, puisque c'est à l'égard de cette dernière que j'ai le plus de recul. Pour la plupart des personnes, l'intelligence serait liée au QI ainsi qu'au cursus scolaire. Cependant, je ne partage pas ce point de vue, parce que selon moi, l'intelligence n'est pas directement liée à l'école. Quelqu'un qui a fait Bac+5 n'est pas pour autant plus intelligent qu'un être ayant un CAP ou un BEP, contrairement à l'idée qui est souvent partagée. Une personne ayant un Bac+5 va tout simplement peut-être être légèrement plus cultivée et encore à l'égard d'une certaine discipline par rapport à un non-diplômé, puisqu'il va se former dans un domaine bien précis. Cependant, l'intelligence ne peut être associée à la culture générale, surtout quand nous prenons en compte le système éducatif français. D'ailleurs, comme le disait Idriss Berkane, enseignant, conférencier et essayiste français, dans son ouvrage « Libérez votre cerveau », vous pouvez avoir échoué à une multitude d'examens sur le cheval de bois et exceller sur un vrai cheval par la suite, laissant loin derrière vous les premiers de la classe. Or, si vous y parvenez au sein de cette société, vous serez méprisé, insulté d'imposteurs ou d'arrivistes, mais ne vous en faites pas, vous entendrez simplement des insultes issues de réflexes de faible d'esprit. Dois-je vous rappeler le statut de Bill Gates, qui échoua à tous ses examens et dont un de ses amis, réussissant à tous ses examens à Harvard, est aujourd'hui ingénieur chez Microsoft, et Bill Gates
quant à lui, est fondateur de Microsoft. Dans son livre, Idriss Aine Berkane met également en évidence l'image du gavage des oies pour dénoncer celui des enfants par l'institution scolaire. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que nous pourrions tous être des prodiges. Le problème ne vient pas de nos capacités, mais de notre définition du terme prodige, qui est au fond très puéril. Prenons l'exemple du quotient intellectuel, qui procède typiquement du règne de la quantité, diagnostiqué par René Guénon. À l'origine, il relève du facteur G développé par le psychologue anglais Charles Spearman. Ce dernier découvrit une corrélation significative entre les performances scolaires à travers la discipline. D'où l'exemple d'un enfant qui excelle en anglais et qui, par exemple, va avoir plus de chances d'exceller en mathématiques. De sorte qu'il y a fréquemment des premiers de la classe excellant à toutes les disciplines. On peut ainsi dissocier les découvertes de Spearman de la tendance générale à l'eugénisme et à l'hygiène sociale qui prévalait à l'époque. Les mesures de l'intelligence ont, bien entendu, été popularisées par l'eugénisme Galton qui, lui, avait établi une échelle pseudo-scientifique aux capacités intellectuelles et justifiait également ainsi, entre autres, la colonisation. Bon. Or, ce que Spearman observait, c'était une forte corrélation dans la nature intellectuelle des épreuves scolaires et rien de plus. Il met aussi en relief l'importance du travail d'équipe et qui, pourtant, possède une infime place dans le système éducatif français. Le travail de groupe est pourtant nécessaire dans la vraie vie puisque c'est ce grâce auquel nous en sommes arrivés là. D'ailleurs, nous en avions parlé dans le précédent cours, il me semble, notamment à propos de l'espèce humaine dans sa coopération entre individus sous un ordre imaginaire ou un intérêt commun tel que la religion ou encore l'argent. D'ailleurs, nous pouvons y voir que le prodige Richard Francis Burton avait parfaitement compris ce mécanisme dans la modernité naissante. Lui qui ne s'est jamais conformé au moule qu'en apparence, n'est jamais resté à sa place, a été autonome très tôt, a appris très tôt quand et comment travailler en groupe. Et pourtant, dans la vie notée, il faut absolument rester à sa place, ne serait-ce que pour demeurer notable ou encore évaluable. Dans la vraie vie, si vous êtes resté à votre place, vous avez raté l'existence car vous avez toujours été incarcéré. Votre vie a été occupée au sens où un pays est occupé. Et l'occupant a été la conformité qui a régné sur vous par la peur. Cependant, notre temps est limité. Alors ne le gâchons pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne nous laissons pas piéger par les dogmes, car c'est vivre dans le résultat de la pensée de quelqu'un d'autre. Et ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre voix intérieure. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut avoir le courage de suivre son cœur et son intuition. Ainsi, il est nécessaire de penser par soi-même et de dénoncer les absurdités, que ce soit l'autorité qui les profère ou les pratique. Réussir sa vie, c'est en prendre le contrôle. C'est assumer son identité, mettre en valeur sa spécificité plutôt que de la brider. Assumer sa rondeur, quand les trous de la sélection humaine sont carrés. Nous ne sommes pas là pour nous conformer aux empreintes, mais bien pour laisser la nôtre. D'ailleurs, nous avons longtemps cru que le surhomme de Nietzsche se trouvait dans l'homme noté, alors qu'il se trouve justement dans l'homme libéré de la vie notée.
Il évoque aussi le fait qu'il y a en chacun de nous un Mozart ou un Nikola Tesla. Et l'expérience ne consiste pas tant à acquérir l'excellence de ces génies qu'à la déverrouiller dans nos cerveaux. Même si cela semble contre-intuitif, c'est précisément ce qu'illustre le rarissime syndrome du savant acquis, dans lequel des personnes, à la suite d'une liaison, se découvrent d'époustouflantes compétences mentales et pratiques, comme le fait de jouer d'un instrument sans avoir jamais pratiqué, ou encore de visualiser des intrications de courbures mathématiques avec une facilité déconcertante, par exemple. Tout se passe comme si notre cerveau était verrouillé de l'intérieur, bridé dans ses capacités extraordinaires, et que nous pouvions le débrider. Là, en effet, nous le sous-employons. Que dire, en ce qui me concerne, de mon expérience en Finlande, que j'ai pu partager avec vous dans mon premier cours, où dès lors que j'ai été arraché de mon quotidien, cela m'a amené vers une grande ouverture d'esprit et, bien entendu, au goût de la philosophie. Idriss nous indique que nous sommes piégés dans une civilisation de la note, des étiquettes et des classements monodimensionnels, et nous sommes tellement conditionnés à réagir aux étiquettes qu'un jour, nous ne remarquerons même pas un grand vin de Bordeaux sur une bouteille de cola. Et il y aura d'ailleurs même des gens pour la boire comme telle. Et le problème est là. Des personnes comme Léonard de Vinci ont pris conscience, par exemple, qu'il ne fallait pas forcer la nature à ressembler à nos idées, mais agrandir nos idées pour qu'elles ressemblent à la nature. Une nature d'ailleurs qui est beaucoup plus riche et complexe que nos clichés primitifs. De même que l'agriculture industrielle appauvrit la biodiversité en érigeant la conformité en vertu suprême, la nooculture industrielle, qui procède tout simplement de la vie notée de l'école à l'université, appauvrit la noodiversité. Ainsi, comme le disait Nelson Mandela, si vous voulez changer le monde, changez l'éducation. Et Steve Jobs disait, quand vous grandissez, vous avez tendance à prendre le monde comme il est et à vous dire que votre vie est comme ça dans le monde. Il ne faut pas trop se cogner contre les murs, avoir une famille sympa, épargner un peu d'argent. Ça, c'est une vie très limitée. La vie peut être bien plus vaste une fois que vous découvrez un fait très simple. Tout ce qui vous entoure et que vous appelez la vie a été fabriqué par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez le changer, vous pouvez l'influencer, vous pouvez construire vos propres projets que d'autres personnes utiliseront d'ailleurs. Une fois que vous apprenez ça, votre vie ne sera plus jamais la même. D'ailleurs, notre hygiène mentale s'avère être aussi très mauvaise. Nous n'avons pas conscience des névroses, des frustrations, des rancœurs, des schémas et des automatismes qui nous animent. Ces impuretés mentales salissent notre psyché comme la sueur et la crasse salissent notre corps. Elles confinent notre vie, notre appréciation du réel. Pour conclure, les pairs nous mettent à leur niveau, que ce soit mental, intellectuel ou spirituel. Cela peut être positif. Si moi je réussis, pourquoi pas toi? Mais comme négatif, si moi j'ai échoué, pourquoi réussirais-tu? Petit présomptueux. Cependant, tant que vous penserez en fonction des autres, vous ne serez pas libre. Si l'intelligence c'est la liberté, alors l'intelligence repose sur la capacité à penser par soi-même, sans s'inquiéter de ce que pense autrui. Tel est l'état du véritable adulte, par opposition à l'enfant qui s'inquiète systématiquement de ce que pensent les autres. N'est-il pas triste de demeurer un enfant toute sa vie? Ainsi, je recommande à tout humain de maximiser sa liberté de mouvement et de s'opposer à ceux de ses pairs qui veulent lui interdire l'une ou l'autre idée. Vous savez, Burton recommandait « Fais ce que ton humanité t'ordonne
et n'attend d'applaudissements de personne d'autre que toi-même. Ainsi, il vit le plus noble et meurt le plus noble. Celui qui suit les règles qu'il a créées lui-même, eh bien, toute autre vie n'est qu'une mort vivante, un monde peuplé de fantômes. Ah oui, et en ce qui concerne l'éducation, l'enfant ne devrait être pas perçu comme un vase que l'on remplit, mais plutôt comme un combustible auquel on met feu. Bien. Nous en venons maintenant au sujet que je nomme la quête de la suprématie. Au sein de mon quotidien, j'évolue dans une société où il faut être le meilleur, se battre en vain afin d'accéder à la place des responsabilités, puis du management. Pour beaucoup, avoir cette place serait synonyme de vertu. Pour d'autres, un statut méprisé et non conforme à l'humanisme. Seulement, pour atteindre cette place, et selon l'état actuel de notre civilisation, la vision économique devrait faire partie de nos priorités absolues. Cependant, ayant l'opportunité d'avoir vécu jusqu'à ce jour dans une société où je me suis senti libre de penser, de croire, puis de m'exprimer, j'ai pu me construire parmi la richesse que j'exhumais de mon environnement. Ainsi, il s'agit là d'une aubaine en ce qui me concerne. Suite au fait de mettre en pratique ma capacité d'analyse, d'explorer ce qui m'entoure et d'avoir des facilités à exploiter mes observations. Étant assez ambitieux, j'ai déjà souhaité me diriger vers ces places. Mais après mûre réflexion, à quoi bon de faire honneur à une telle cupidité, uniquement pour combler ce besoin de reconnaissance? Quelle est l'utilité de sélectionner les individus selon leur diplôme, tandis que selon ma vision de la réalité, l'homme vaut bien plus que ça? Pourquoi ne pas s'attarder sur les détails de la vie, d'accentuer cette biochimie positive que vous pouvez avoir en vous, au lieu de constamment se comparer à autrui, puis de se rabaisser aux yeux des êtres étant, selon vous, plus compétents. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma vidéo consacrée à la société, publiée en 2018, l'industrie occupe une place bien importante au sein de notre quotidien. Nous avons tous, pour la majorité d'entre nous, un mode de vie cyclique et répétitif. Jadis, nos besoins ressentis et envies étaient maîtres dans nos décisions quotidiennes. Mais désormais, c'est l'unité temporelle qui est notre guide. Une vie synchronisée avec le temps. Se lever à 6 h du matin, commencer notre journée à 8 h, prendre une pause de 15 minutes à partir de 10 h, puis aller déjeuner sur les coups de 12 h. Reprendre le travail à 13 h et enfin arrêter de travailler à 17 h, du moins pour les plus chanceux d'entre nous. Voici une vie saccadée de petites périodes du quotidien et à renouveler chaque jour, et ce pendant plus de 300 jours par an. C'est donc une vie industrielle qui s'offre à nous, qui s'ensuit par une économie industrielle ainsi qu'une politique industrielle où l'économie est la priorité. La nature ne peut faire partie de l'équation puisqu'une croissance économique ne peut être en lien avec une priorité intrinsèquement écologique. D'ailleurs, nous l'utilisons plus en tant qu'usine qu'en tant que richesse. Le monde animal est également défini comme une ressource de la nature et non comme une espèce consciente du monde que nous devrions partager avec eux. Et pour finir, nous pouvons par la même occasion observer une éducation industrielle au sein de notre société. Bien que la société française n'ait pas que de mauvais côtés, il me paraît nécessaire de se déraciner de ces dernières afin de pouvoir analyser ces petites imperfections auxquelles nous pourrons peut-être à l'avenir y remédier. N'oublions pas que ce pays, je fais bien entendu référence à la France, a été l'un des pays précurseurs de la liberté fondamentale des droits de l'homme. Alors, pourquoi ne pas l'appliquer à toutes les autres espèces?
Mais bon, en ce qui concerne notre rapport à l'altérité, j'entends par là avec les autres espèces et nous verrons cela dans un prochain cours. Vous savez, le manque d'ouverture d'esprit, de mauvaises et néfastes façons de penser à l'égard d'autrui, voire dangereuses, l'arrogance des personnes de pouvoir, l'association de l'âge à la raison, définir un individu selon le statut professionnel qu'il occupe, devrait faire partie des pensées dépassées. Pendant longtemps, j'ai cru qu'avec une augmentation drastique du nombre d'individus de notre espèce, l'avenir de la planète serait perturbé. Cependant, je me suis aperçu que le réel problème n'était pas une question de quantité, mais plutôt de qualité. Effectivement, je pense que c'est plus sur notre comportement qu'il faut agir. Mieux vaut être des milliards en faisant honneur à la sagesse, plutôt qu'être peu, puis de se comporter comme des irresponsables. Le comportement varie, tout comme les idées et opinions, en fonction de la zone géographique, puis des générations. La déconstruction des évidences s'avère être d'une grande nécessité, puisque ce qui nous paraît normal ne l'est peut-être pas forcément pour autrui. Si nous avions toujours vécu d'une certaine manière sans prendre le temps de remettre en cause certaines pensées, qui dit que ce n'est peut-être pas vous d'être dépassé. Puisqu'à quoi bon de définir la réalité, de chercher la vraie raison, quand nous nous apercevons qu'au final, il n'y a pas qu'une seule façon de voir puis de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Pour la majorité d'entre nous, la science désigne la vérité, mais pour ma part, il n'y a pas qu'une seule vérité. À quoi bon de suivre un chemin emprunté par X personnes si la philosophie est assez vaste pour que vous puissiez avoir votre façon de penser et choisir la vie, votre vie que vous souhaitez entreprendre. Au final, qu'importe de bien penser ou de mal penser par rapport à autrui. Ce qui compte, c'est d'avoir sa façon de penser qui nous est propre. Et si les règles en lien avec le bien commun ne sont pas violées, bien entendu. Alors, n'ayez pas honte de vous affirmer, puisque selon moi, il est primordial de conserver sa personnalité et en aucun cas de rester sur ses acquis, mais d'évoluer en fonction de nos souhaits ainsi que de nos convictions. Et enfin, je pourrais même vous demander pourquoi tenter de ressembler à quelqu'un d'autre si vous êtes déjà vous-même? Alors, certes, avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Et les défauts sont aussi une partie de vous-même qui pourrait représenter l'unicité de votre personne. Mais comme le disait Léonard de Vinci, ce sont les détails qui font la perfection. Et la perfection n'est pas un détail. D'ailleurs, étant moi-même un perfectionniste, je peux comprendre que la recherche de l'idéal peut être parfois, et c'est un euphémisme, obsessionnelle. Maintenant, pour en revenir au statut professionnel dédié aux grandes responsabilités, eh bien, si nous décidons de travailler au sein d'un secteur professionnel uniquement pour gagner de l'argent, sans pour autant combler un certain enrichissement personnel, finalement, vous vivrez uniquement pour gagner de l'argent en le visualisant comme une fin, alors que c'est simplement un outil de vie dans ce monde. Un outil moderne tel que nous l'avions conçu, d'autant plus que lors de votre mort, nous nous souviendrons de vous pour ce que vous étiez et non pour ce que vous aviez. Bon. Afin de rester un peu dans le domaine professionnel, il y a quelque chose aussi que j'ai pu observer au sujet de l'influence que peuvent avoir les diplômes auprès de l'opinion publique. Bon, alors déjà, il y a la partie professionnelle, où plusieurs facteurs sont à prendre en compte.
Déjà sur le point de vue administratif, puis après sur l'aspect qualitatif. En ce qui concerne le point de vue administratif, dans un premier temps, cela permet déjà de confirmer une certaine rémunération en relation avec le diplôme que possède un individu, puis, dans un second temps, le rôle de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions au sein de son travail. Disons que d'après l'administration, il est reconnu pour des compétences acquises lors d'une formation effectuée préalablement, ainsi que les responsabilités qu'il devra assumer. Pour autant, pour ce qui est de la partie qualitative, nous allons plus recruter un individu pour ses compétences requises, ainsi que son efficacité au poste qu'il occupera. Donc bien entendu, l'existence d'un bout de papier nommé diplôme peut avoir quelques avantages, autant chez l'individu que chez l'employeur, notamment en ce qui concerne la protection si un éventuel accident se produit. Afin de vous donner un exemple concret, prenons l'exemple d'un employé qui travaillerait au sein d'une entreprise. Bon, alors ce dernier possède l'autorisation de l'employeur de conduire un chariot élévateur, et ce sans avoir le permis. Eh bien, en cas d'accident, c'est l'employeur qui sera responsable. Tandis que si l'employé possède le permis, eh bien ça changera la donne. Donc nous observons bien qu'à l'heure actuelle, le diplôme occupe une place assez importante dans le secteur professionnel. Et ce, en ce qui concerne le point administratif. Par contre, et nous entrons là dans une réflexion assez intéressante, c'est que le diplôme ne représente pas pour autant les compétences intellectuelles liées au domaine professionnel auquel elles sont attitrées. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on possède un diplôme que nous sommes plus compétents qu'un individu qui ne possède pas le fameux César dans l'exercice professionnel en lien avec le diplôme. Souvenez-vous, l'un de mes exemples liés à la femme de ménage et au ministre, puisqu'il faut également reconnaître que certains individus, et j'en fais partie, ont la capacité d'apprendre par eux-mêmes, puis de se former dans de multiples domaines, sans pour autant passer par la case formation scolaire. Et je vous invite également à prendre connaissance des travaux d'Idriss Enberkane dans son ouvrage Libérez votre cerveau, que je vous ai présenté précédemment, où il évoque notamment le fait que nous pouvons exceller sur le vrai cheval sans avoir pris la peine de nous entraîner sur le cheval de bois. Je rebondis dessus. Et puis, avec un peu de recul, nous nous apercevons également qu'il est inutile de réduire un homme uniquement à son statut professionnel qu'il occupe. De toute évidence, nous ne pouvons pas vivre dans un monde où le nombre d'individus de notre espèce croît de manière exponentielle. Habitant sur un territoire ayant des limites finies, notre nombre d'individus ne peut pas continuer d'accroître au vu d'une catastrophe écologique et sociale qui résulterait de cet accroissement de la population au sein d'un environnement peu organisé et où de nombreuses injustices d'ailleurs subsistent toujours. Et je ne vous parle même pas du manque de sagesse présent chez nos gouverneurs. En d'autres termes, au sein d'une communauté, le nombre d'individus devrait dépendre en partie des ressources existantes en ce lieu. Bien qu'aujourd'hui, certaines existences sont plus définies comme une ressource et non comme une richesse. Alors, la notion de richesse serait aussi à redéfinir, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer. Pourtant, face à ce genre de catastrophe, je ne pense pas qu'intervenir au sein de la démographie soit la priorité, comme j'ai également pu vous le dire. Il me semble plus logique d'intervenir sur les mentalités et comportements, afin de changer notre perception des autres et du monde dans lequel nous évoluons. Vous avez vu, j'ai employé le terme « évoluer », puisqu'il peut autant signifier l'amélioration
que la régression. Et je dois avouer que sous certains angles de vue, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas loin du deuxième terme. Effectuer un tel travail sur nous-mêmes permettrait, dans un premier temps, de nous remettre en question, puis, dans un second temps, de continuer notre évolution, plus en lien avec l'amélioration, cette fois-ci, de notre environnement, mais pas celle qui est liée à notre accroissement de richesse matérielle, ni à la conquête de plaines inexplorées et habitées par certains êtres. Il serait préférable d'accroître notre sagesse ainsi que notre respect envers les nôtres, puis à l'égard d'autrui. Ainsi, nous pourrons faire honneur à notre soi-disant sagesse, d'après notre nomination. Souvenez-vous du cours sur l'espèce humaine. C'est pourquoi je pense qu'il est fondamental de redéfinir notre rapport au monde, puis de la manière dont nous nous comportons au sein de notre quotidien. Déjà, à l'égard de notre environnement, qui est d'ailleurs beaucoup trop anthropocentré, puis envers nos biens, en se contentant de ce que nous avons, au lieu de constamment acheter, en participant massivement à la course de la superconsommation, uniquement pour s'acheter une image et ce, comblant notre besoin de reconnaissance à l'égard d'autrui, suite à l'acquisition d'un objet de marque, par exemple. C'est pourquoi le fait de considérer un être pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a ne devrait pas être un comportement rare, mais une mentalité partagée par la majorité d'entre nous. Au fil du temps, il serait même important de prendre goût à la remise en cause de nos activités quotidiennes ainsi qu'à la prise de recul qui s'ensuit. Le fait d'apporter un certain intérêt à l'environnement dans lequel nous vivons, et ce collectivement, laissera peut-être place à l'intérêt des pensées d'autrui, de la philosophie des autres, puis de comprendre l'intérêt de l'art, vous donnant probablement soif de culture, où les échanges de ressources intellectuelles seront à solliciter en misant tout sur la communication qui, je vous le rappelle, fait partie de notre évolution. Ayant des limites, notre monde est destiné à être fini, ça va de soi, sur le point de vue matériel certes, mais pas pour autant sur le point de vue spirituel. Si nous nous arrêtons d'œuvrer pour la fabrication de biens matériels parmi les multiples usines qui foisonnent notre pays, les biens matériels ne seront plus une priorité, ainsi que la vision économique ne devra plus être perçue comme une fin en soi. Pour être plus clair, prenons l'exemple de l'immobilier. À quoi bon de bâtir des maisons si dès lors que tout le monde est logé, ce qui est malheureusement pas encore le cas, la croissance débridée via la réalisation de biens matériels ne serait que pure folie face à la croissance, cette fois-ci plus cohérente, liée à la richesse intellectuelle, via la transmission de savoir, puis de croissance. C'est pourquoi la production de ressources matérielles devrait être limitée, voire arrêtée, suite à certains impacts que nous pouvons réaliser à l'égard du berceau de la vie. Et l'éthique devra également être prise en compte, être plus au cœur de nos préoccupations que l'économie. Un monde fini d'individus avec des biens matériels finis pour une croissance d'émergence d'idées et d'analyses infinies afin que nous puissions être en perpétuelle évolution avec nous-mêmes et les autres vivants. Vous savez, depuis des siècles, nos ancêtres ont constamment amélioré notre confort physique en faisant preuve d'ingéniosité, puis de patience. Certains y ont laissé de la sueur, puis du sang, parmi les pierres qui bâtissent notre édifice actuel, notre société. Cependant, à ce jour, il serait préférable de veiller à remplacer certaines priorités, ne serait-ce que pour travailler sur notre philosophie, puis de définir ce qui nous serait utile à ce jour et ce qui
paraisserait comme un moyen de tuer devrait aujourd'hui être perçu comme une arme de dissuasion. La mort physique ne devrait plus faire partie de nos pratiques, mais tentons également de préserver notre vie mentale en privilégiant la pensée mixte et non unique, en sollicitant une multitude de croyances tout en respectant le bien-être commun, bien entendu. La compétition au sein de la société nous menant à la place du meilleur, souvent ayant pour but de combler un besoin de reconnaissance uniquement en se basant sur des critères totalement dépassés, tels que le pouvoir de prédation par exemple, que l'individu puisse avoir envers son environnement ainsi qu'envers autrui, devrait être perçu comme une pure folie. Permettant aussi aux personnes moins conformées à la norme d'être plus respectées et ainsi leur permettant de mieux vivre, d'adopter également un mode de vie circulaire, œuvrer dans une sorte de sphère où nous avons tous besoin des uns des autres pour avancer. D'adopter également une économie circulaire, un secteur professionnel circulaire et peut-être une humanité circulaire. Une telle vision nous offrirait peut-être un avenir meilleur qui soit, en privilégiant la croissance, non pas liée à l'enrichissement matériel, mais plus à la croissance de la reconnaissance de l'autre, à l'amour, à la multiplication des idées philosophiques, au partage d'idées politiques, et j'en passe. Enfin, je pense qu'il serait aussi préférable de déconstruire l'image de l'argent. Puisque la vie ne peut se résumer ainsi, la recherche du bonheur par l'argent est indéniablement remise en cause. Bien entendu, des individus en manque d'argent pourraient fortement en avoir besoin. Cependant, si nous prenons en compte certaines personnes jouissant du confort financier, alors nous devrions changer nos priorités. Parce que suite à la place relativement importante qu'occupe l'argent au sein de notre société, nous sommes limités sans cette dernière et notre quotidien paraîtra certainement beaucoup moins confortable. Si nous redéfinissons l'image du bonheur, si nous donnons l'image aux gens que l'argent n'est pas une fin en soi dans le bonheur, ni dans la reconnaissance ou encore l'existence. D'ailleurs, l'argent devrait être perçu plutôt en tant qu'outil, un outil d'échange de services rendus permettant peut-être de vivre autour d'un système économique sain et en aucun cas l'argent pourrait faire la beauté de ce monde, le beau geste de la société, sauf si cet outil est mis au service d'une cause plus juste, répondant à un questionnement éthique et avec un code moral. Bon. Notre société a été bâtie sous la forme algorithmique, il faut le savoir. Exceller en mathématiques vous permettra de réussir au sein de votre éducation scolaire. L'aspect créatif étant plus ou moins négligé, est d'ailleurs réservé pour le temps personnel, souvent méprisé et désigné en tant que passion et non en tant que travail. Mais le fait de laisser l'aspect créatif de ce côté-ci m'inquiète. Il serait bien plus utile au sein d'une société afin d'amener l'humanité vers un avenir qui soit plus prometteur, notamment dans le fait de penser par soi-même. Que dire d'un avenir où la créativité serait exponentielle et où l'univers matériel serait moins séduisant,
Le musée, le cinéma, le théâtre, les temps artistiques ne seront ni plus ni moins perçus comme des endroits ressourçants et enrichissants, où mettre en œuvre nos compétences artistiques serait judicieux afin de défendre des causes, des idéologies, des pensées, des essais, voire même des questionnements éthiques. Acquérir des connaissances, transmettre mon point de vue, diffuser ma vision du monde et ainsi mettre en commun mes recherches avec celles d'autrui. De ce fait, je me suis aperçu que la société de superconsommation possédait bien des avantages, mais pourtant pas ceux qui devraient s'accorder à notre existence et désir de devenir. D'ailleurs, le visage de notre société actuelle s'accorderait plus, d'après moi, sur le fait d'avoir plutôt que sur le fait d'être. Ainsi, il ne s'agit pas là d'une simple volonté, mais d'une nécessité de nous acheminer vers un avenir qui soit plus prometteur, autant pour nous que pour notre rapport à l'altérité. Il est vrai que cela puisse nous paraître difficile quand nous observons le sort qui nous attend. Mais de toute évidence, il serait essentiel d'avoir l'audace de réaliser un tel effort afin de garantir un avenir fiable à nos descendants. Pour la petite anecdote, lorsque je suis parti en Italie et que je revenais de ma petite excursion de Pompéi, j'étais dans un bus. Il faisait nuit et durant le trajet du retour, je regardais par la fenêtre et aperçus un spectacle de mille feux. Des lumières scintillantes éclairaient la ville de Naples, où nous devinrent aveugles des écritures célestes qui, jadis, guidaient nos ancêtres. Et oui, nous avons complètement changé notre manière de vivre, puis de percevoir le monde. Nous avons innové, ce qui est une bonne chose, hein, mais cependant, il me semble important de reconnaître là où nous avons fait des erreurs. Bien que je fis la découverte de lieux parmi mes voyages, que je vous laisserai d'ailleurs la liberté de découvrir par le visionnage de mes documentaires Perception, je me suis rendu compte de l'importance qu'avaient les endroits exotiques, et ainsi idéal pour s'exercer et s'affirmer en tant qu'artiste. Des lieux synonymes d'ouverture d'esprit, où la liberté d'être et la joie de vie ont l'air d'exister. Je pense que nous avons tous une envie. L'envie d'un monde plus sain, et ayant un certain fantasme pour les univers apocalyptiques, je suis totalement conscient que la dystopie ne peut être la clé. Nous souhaitons quasiment tous un monde où les habitants seraient plus respectueux envers autrui, plus libres d'assumer leur style vestimentaire, sans ressentir l'obligation d'adopter un look particulier leur permettant de se conformer dans un moule et d'y être accepté. Se sentir libre de croire, d'avoir des opinions qui divergent avec celles de leurs voisins. Des activités régulières ne brisant pas les règles du bien commun, ou encore le fait de dévoiler ses talents artistiques partout, avoir le goût du beau geste lié à notre existence. Où la cupidité ne serait pas autant importante que là d'où nous venons, suite à notre volonté de s'investir pour certaines causes sociales ou écologiques, par exemple. Un pays précurseur dans la prévention de la planète,
sensible à l'assistance sociale, tout en percevant l'argent comme un outil et non une fin. Précédemment, je vous ai mentionné le fait que l'environnement dans lequel nous évoluons joue un rôle décisif en ce qui concerne nos goûts, nos choix ou encore notre personne. Pour autant, les façons de penser pourraient varier selon l'environnement dans lequel nous évoluons. Vous savez, j'aime beaucoup évoquer le fait que nous sommes frères par la biologie, mais étrangers par l'éducation. Et je rajouterai aussi que nous ne pouvons pas représenter l'intégralité d'un individu uniquement par le titre ou le statut qu'il occupe. En d'autres termes, je pense que nous sommes semblables sur certains points avec d'autres peuples. Mais nous ne pouvons en aucun cas généraliser un peuple à une idéologie. Donc, en ce qui concerne le titre, que ce soit la nationalité, le sexe, l'âge d'un individu, nous ne pouvons généraliser un être, prendre note de la majorité, oui, mais veiller à tout de même laisser une place à l'exception. Sinon, nous sombrons là dans des clichés et des préjugés en tout genre. D'autant plus que ce sont souvent des propos complètement dépassés qui sortent de la bouche de faibles d'esprit. D'ailleurs, souvent pour rabaisser par manque de confiance en soi. Et oui, les petits esprits jugent les personnes et les grands esprits jugent les idées. Souvenez-vous bien de ça. Bon. Vous savez, selon moi, la pensée idéale n'existe pas. Nous ne pouvons pas interpréter de manière verticale les éléments issus de notre environnement, puis de les classer de façon ordonnée. Ou encore de classer les personnes selon leur point de vue intellectuel, au sein d'une échelle de 1 à 10, de 1 à 100, ou selon un pourcentage. La vision du monde, la perception de ce dernier, s'effectue d'une part suite à nos analyses quotidiennes, mais aussi avec la prise en considération des connaissances, notamment des plus récentes en termes scientifiques, et d'autre part, selon la comparaison de notre vision du monde avec celle d'autrui. Quand nous sommes penseurs ou chercheurs, que nous nous questionnons sur le monde, puis que nous souhaitons le conceptualiser intellectuellement, il me paraît légitime de comparer nos recherches avec celles des autres afin de voir si nous sommes dans la comparaison ou en revanche dans la contradiction. Mais en aucun cas nous appliquer aux lois fondamentales de la vision du monde, des êtres intellectuellement et nettement développés, beaucoup plus compétents que nous selon notre point de vue. Même si nous sommes convaincus et conscients que notre vision du monde peut être biaisée et tentons de rester humbles, il ne faut pas négliger la vision qui nous paraît la plus cohérente au sein de notre propre logique. Alors, une logique que nous avions établie après mûre réflexion et analyse en fonction des connaissances que nous avions acquises, puis que nous cessons de remettre en cause afin d'y déceler une éventuelle faille. En aucun cas, nous aurions la science infuse. Mais ce que je souhaiterais sous-entendre, c'est que notre perception du monde, notre vision, du moins celle de ce dernier, est unique. Je suis loin d'être un chercheur ou un penseur au sein de la conceptualisation d'un monde, d'un idéal, d'un repère ou d'une doctrine à appliquer. Je souhaite juste, avec mes connaissances et ma capacité d'analyse, de conceptualiser un monde selon ma philosophie, mais pas selon la philosophie universelle, puisque c'est comme pour la rationalité. La philosophie dépend de chacun d'entre nous. C'est pourquoi le vrai travail n'est pas de définir la vraie réalité, puisque qu'est-ce que la réalité? Et j'irai même plus loin. Qu'est-ce que la vérité au final?
Si la rationalité dépend de chacun d'entre nous, alors je soutiens ceux qui tentent de construire un nouveau monde, de le mettre en lien avec tous les idéalistes, afin de bâtir un monde qui s'accordera aux multiples convictions des êtres et qui pourra de toute évidence devenir un repère pour tous. Alors, à présent, je souhaiterais soumettre une réflexion en lien avec le système éducatif français, ainsi que l'influence qu'il peut avoir à l'égard de l'opinion publique. Les formations professionnelles effectuées à la sortie des collèges ont souvent été mal jugées ainsi que dévalorisées. Mais contrairement à l'idée communément admise, je suis convaincu que les formations professionnelles seraient bénéfiques, et ce, au développement d'une société, suite à l'investissement de chaque individu et dans l'évolution positive de leurs disciplines respectives. D'ailleurs, l'exemple que j'aime assez souvent donner s'intitule « La loi des 4 ». Composée d'une société de 4 individus et la répartition des savoirs selon 4 disciplines distinctes. En ce qui concerne les choix des disciplines, prenons les suivantes. À savoir agriculture, médecine, cuisine et mécanique. Il y a 2 cas de figure. L'un représente l'enseignement général, tandis que l'autre professionnel. Dans les 2 cas, les formations ont une durée identique et le pourcentage que j'indiquerai représentera le savoir, sachant qu'on ne peut aller au-delà de 100%, ça va de soi.
Ainsi, nous observons les résultats suivants, c'est-à-dire qu'en enseignement général, les 4 personnes ont les mêmes connaissances, soit 25% dans l'agriculture, 25% dans la médecine, 25% dans la cuisine et enfin 25% dans la mécanique. Tandis qu'en enseignement professionnel, eh bien, la première personne aura 100% de connaissances en agriculture, la deuxième 100% de connaissances en médecine et ainsi de suite. Et nous pouvons en conclure que la professionnalisation est favorable à l'acquisition de savoir et d'expérience professionnelle, et ce, en un temps requis. De plus, et c'est encore le cas lors des entretiens d'embauche, elle serait très sollicitée, puisque dans la majorité des cas, l'expérience professionnelle est au rendez-vous, contrairement à la filière générale. Enfin, pour ceux qui doutent encore un peu, disons pour les plus sceptiques d'entre vous, à titre indicatif, sachez que d'après certaines études, le taux de chômage serait plus important sur des personnes ayant suivi une filière générale que professionnelle. Vous savez, jusqu'à l'âge adulte, un petit homme va tenter de s'initier aux normes de la société dans laquelle il devra vivre ses jours futurs. Tenter de comprendre, de suivre une éducation scolaire afin d'être conforme à ce que la société attend de lui en tant qu'adulte. Il suivra des enseignements, des équipes pédagogiques qu'il rencontrera tout au long de son cursus scolaire. Il devra se former dans le sport, choisir une discipline, devra développer sa capacité d'analyse, se sociabiliser et faire émerger sa pensée en adéquation de la pensée commune afin de limiter les conflits et d'être en contradiction avec les convictions du gouvernement. Seulement, une telle évolution est suivie d'une grande adaptation, demande tellement d'efforts que parfois, malheureusement, la personnalité n'a plus sa place. Et, auquel cas, pour les plus vertueux d'entre vous, l'audace révélée permettra l'établissement de vous-même. Seulement, pourquoi s'arrêter à 18 ans, à la majorité? Pourquoi ne pas évoluer, puis faire mûrir nos pensées, et ce, tout au long de notre vie? Penser à se former psychologiquement. Pourquoi, en tant qu'adulte, aux yeux de la société, devrions-nous stagner dans une vie banale, et ce, selon une caste bien définie? Pourquoi ne pas continuer d'évoluer, d'apprendre constamment et nous tirer vers le haut constamment comme nous l'avons toujours fait jusqu'à nos 18 ans? Il est donc inutile d'attendre la fin, puisque la vraie vieillesse ne se résume pas aux rides ni aux cheveux blancs, mais plutôt aux faibles d'esprit qui souhaitent cesser d'évoluer psychologiquement. Il me paraît donc nécessaire d'évoluer tout au long de notre vie, selon les principes et valeurs morales fondamentales qui font de nous ce que nous sommes devenus, ce qui lègue à notre société un avenir prometteur pour nos générations futures, ainsi que pour les autres espèces qui la composent. Parce que la véritable richesse, comme j'ai pour habitude de dire, ne peut être que financière à mes yeux. Sachez que je suis né dans une société créée par mes ancêtres et entretenue par mes semblables. Un monde conçu et matérialisé à l'échelle de l'humanité. Étant enfant, le monde me paraissait simple, paisible et unique. Alors, c'était certainement dû à un moyen assez rassurant de montrer une société parfaite et sans égard à nos enfants. Hélas, c'est en mûrissant que je me suis rendu compte de nombreuses choses, notamment à propos de la composition de la vie qui m'attendait, école, travail, enfants, et puis retraite. La vie n'était rien d'autre qu'une adaptation aux exigences de la société afin de bénéficier de sa sécurité puis de son confort. Autrefois, la nature était mère de nos besoins. D'ailleurs, la plupart des espèces qui la composent proviennent de ses entrailles et y restent tout au long de leur existence. Excepté notre espèce, nous avons quitté notre berceau et nous nous sommes développés selon nos règles, nos objectifs
et nos convictions. Nous avons bâti des empires, des royaumes et des sociétés, multiplié la population, instruit nos civilisations et nous sommes devenus maîtres dans la survie. Mais c'est également avec l'expérience que nos convictions morales se sont conçues. Effectivement, chaque expérience vécue durant notre évolution, de toutes les manières qu'elle puisse y paraître, est bénéfique à notre développement, d'après le principe même d'incertitude d'Heisenberg. Tout ce que l'on étudie change. Et de là découle la clé de l'accroissement de la rationalité de chacun d'entre nous, bien sûr. Puisque c'est en remettant en cause constamment notre façon de penser qui me semble nécessaire pour avancer. De ce fait, la prise de recul s'avère être primordiale afin de s'ouvrir au monde, d'élargir ses connaissances et savoir où nous diriger. Mûrir au sein de notre quotidien, mais aussi quitter notre élément pour nous permettre de trouver les anomalies de notre environnement qui nous proscrivent de cette ouverture de pensée. D'après mon expérience en Finlande, comme j'aime assez le rappeler, je me suis aperçu que la clé de la moralité n'était pas dans le fait d'avoir, mais plutôt dans le fait d'être. Puisque c'est en étant le guide de notre vie que nous sommes le maître de nos choix. Or, adopter une façon de penser collective et ne prendre aucune responsabilité personnelle selon des sujets quelconques nous proscrit d'avoir une personnalité. Et c'est donc en étant que nous avons, mais c'est en revanche en tentant d'avoir que nous n'existons plus. Pour beaucoup, la famille compte énormément au sein de leur vie. Partager des valeurs et des principes de vie, puis adopter une adhérence aux convictions sociopolitiques et religieuses pour certains, sans remettre en cause les croyances de leurs parents, mais en revanche, en les appliquant mécaniquement. Tel est l'honneur de garantir un respect envers ceux qui nous ont donné la vie. Or, ces semblables partagent uniquement un lien sanguin avec vous. Et nous nous basons là sur un point de vue purement biologique. Pourtant, bon nombre de personnes tentent de quitter notre place animale et de se fier à la philosophie plutôt qu'à la biologie. Et c'est assez contradictoire, n'est-ce pas ? Donc, selon moi, le fait de respecter une personne uniquement par ce lien de sang me paraît, disons, hypocrite. Le fait d'éprouver une compassion envers ses proches ne devrait pas s'agir d'un lien sanguin, mais plutôt d'un lien sentimental. Pourquoi exprimer une plus grande compassion pour un oncle éloigné que l'on voit une fois par an d'ailleurs, qu'à un ami très proche, complice que l'on perçoit comme un frère? Les parents sont uniquement des géniteurs biologiques. Le fait d'éprouver un certain amour à leur égard dépend uniquement des expériences et des liens que nous avons établis avec eux. Bien. Alors, pour conclure, il serait préférable de transmettre des connaissances et des valeurs plutôt que d'élever nos enfants comme des robots, de les dresser afin qu'ils exécutent des mouvements sans pour autant y comprendre l'intérêt d'ailleurs. Un enfant est un brasier auquel nous mettons feu, souvenez-vous, et non une bouteille que l'on remplit de préjugés en tout genre ou que l'on gave de connaissances préalablement et se définit selon les intérêts de la société dans laquelle il évolue ou est destiné à évoluer. De plus, l'âge est encore trop défini à la raison, ce qui peut engendrer quelques conflits entre individus. Ainsi, trop de personnes encore manquent de franchise par peur de froisser l'ego de nos ancêtres, sous prétexte qu'ils auraient plus d'expérience que les jeunes. Encore faudrait-il redéfinir l'expérience.
un homme peut avoir de l'expérience, mais cette expérience sera la plupart du temps relative à sa vie et non à la vie en règle générale. Donc, en cas de débat, l'argument temporel n'est pas le plus fiable. Enfin, nul ne peut tout connaître ou posséder la science infuse. Et quand bien même ce serait le cas, il ne pourrait pas avoir la parole divine. Puisque, en cas de débat, la raison est primordiale et cette dernière dépend de multiples critères, tout comme les convictions de celui qui définit sa raison. C'est pourquoi les intérêts qu'il choisit de solliciter, puis qu'il considère comme étant prometteurs pour le bien commun, devra impérativement s'accorder à tous.